tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du journaliste historien Franck Ferrand. Mais avant, voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous vous donnerons quelques précisions quant au dispositif de sécurité à l'occasion du Jour de l'An. Nous irons faire un tour du côté du Grimaldi Forum et du musée océanographique où le photographe Yann Arthus Bertrand donnait une conférence débat et une projection. Nous reviendrons sur l'avancée des travaux concernant la maison diocésaine. Nous débutons ce journal, comme je vous le disais dans les titres, sur la sécurité pendant les fêtes de fin d'année. Bon nombre de personnes viennent en principauté célébrer la Saint-Sylvestre. Fabien Bonnia vous donne quelques précisions quant à ce dispositif. On le sait, tout au long de l'année, la sécurité fait partie de l'ADN de la principauté. Les fêtes de Noël et surtout le jour de la Saint-Sylvestre attirent des milliers et des milliers de personnes, que ce soit sur le quai pour le marché de Noël ou encore à la place du Casino. L'an passé, les manifestations organisées par la mairie avaient été annulées suite aux attentats du 14 juillet à Nice. Cette année, le concert sur l'esplanade du quai Albert Ier ou encore le feu d'artifice font leur retour. Un dispositif adéquat a été mis en place un peu partout dans Monaco. Vous savez que d'une manière générale, la sécurité, c'est au quotidien qu'on la traite en principauté. Alors pour les fêtes de fin d'année, il y a bien évidemment plus de monde qui est attendu. C'est un moment festif où les gens se regroupent. Et donc il y a un ensemble de mesures pour rehausser le niveau de vigilance et bien évidemment pour sécuriser les périmètres sur lesquels les gens vont se retrouver pour célébrer le passage de l'année actuelle à la future. Il faut savoir qu'en temps normal, 380 à 400 membres de la sûreté publique sont opérationnels chaque jour. Nous avons un dispositif en plusieurs phases qui a commencé au début du mois de décembre, qui se prolongera jusqu'au mois de janvier. Ce dispositif consiste en une présence accrue de fonctionnaires de police, notamment de nos agences, sur la voie publique, avec une grande visibilité, puisque la visibilité sur la voie publique, c'est la première des préventions. Et ensuite, nous avons un certain nombre de patrouilles et une surveillance bien sûr accrue de tous les lieux recevant du public, ainsi que des établissements dits sensibles. Globalement, on peut dire qu'il y a une augmentation d'une vingtaine de personnes par jour et le pic sera pour le réveillon de la fin d'année, de la Saint-Sylvestre, où là nous aurons une cinquantaine de personnes en plus sur l'ensemble de la ville. À cela se rajoutent les agents de la sécurité du marché de Noël et ceux de la SBM sur la place du Casino, un dispositif pour que toutes les personnes présentes en principauté puissent fêter le passage de l'année 2018 en toute sérénité. Plusieurs événements ont été organisés sur le sol monégasque autour du photographe Yann Arthus Bertrand, du Grimaldi Forum au musée océanographique. Sandrine Nègre les a suivis et vous allez voir que la jeunesse est très impliquée. 3 temps forts ont rythmé la venue de Yann Arthus Bertrand que vous avez entendu sur Monaco Info dans le cadre de l'invité du mercredi, dont celui-ci, ouvert gratuitement au public jusqu'au 5 janvier, l'exposition Planète Océan, les clichés grand format aériens proposés par le photographe et Brian Skerry dans l'espace indigo du Grimaldi Forum plonge littéralement le visiteur dans les beautés de notre monde et interroge l'humanité quant à son avenir. Un peu plus bas, toujours au Grimaldi Forum, Monacologie et MC5 ont proposé au photographe de parler de son parcours. Vue du cœur, une conférence saisissante sur l'équilibre, par exemple, de la biodiversité, avec des données qui interpellent forcément. Concernant les forêts primaires, par exemple, chaque année, l'équivalent du territoire de la Belgique disparaît. Autre exemple, on dénombre aujourd'hui moins de 400 000 éléphants contre des millions au début du XXe siècle. Les photos sont superbes, c'est certain. Les films sont aussi, les témoignages sont vraiment émouvants, très poignants. Et après, il y a un côté un peu négatif, mais on ressort avec une vue positive et une belle vue sur l'avenir. C'est une vraie claque. On se rend compte qu'effectivement, il faut passer à l'action. Donc très intéressant et un homme qu'on écouterait pendant des heures et des heures. Il a parlé des pesticides. Il est certain que si tous les gens décidaient d'acheter du bio parce qu'ils ne veulent plus s'empoisonner avec des pesticides, mais le marché des pesticides s'effondrerait. Depuis que tu es toute petite, tu fais des choses justement pour lutter contre la pollution ? Oui. À l'école ? Oui, je recycle, je fais des choses avec les choses perdues. Moi, quand la maîtresse elle nous donne des gobelets en plastique, on le recycle.
Avec le soutien du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du musée océanographique, de nombreux jeunes, 700, ont d'ailleurs été sensibilisés pendant plusieurs heures avant de suivre en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II la projection du film Human de Yann Arthus Bertrand. Il propose une série de témoignages poignants à travers le monde. My stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. And after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. Human à découvrir gratuitement d'ailleurs sur YouTube. Et sachez que nous reviendrons sur tous ces temps forts début 2018 dans votre magazine dédié à l'écologie, La Ligne Verte. Monseigneur Barcy, l'archevêque de Monaco, vient d'organiser une conférence afin de faire un point à mi-parcours sur les travaux de la future maison diocésaine. Fabien Bognat était sur place. Située rue Bellevue, à proximité de la gare et du futur établissement scolaire FANB, juste au-dessus du boulevard Princesse Charlotte, la maison diocésaine. La première pierre a été posée en mai dernier. Monseigneur Barcy vient de présenter le bâtiment à la presse monégasque. Le gros œuvre est désormais achevé et la livraison est prévue pour la fin de l'été. La maison comprendra des salles de réunion, une bibliothèque, une salle polyvalente, une chapelle. Tout cela sur 7 étages pour une surface d'environ 1700 mètres carrés. La maison reçoit comme mission d'être un lieu de rencontre, de dialogue, d'accueil et de rencontre avec la culture contemporaine, de la foi chrétienne avec la culture contemporaine. Voilà, ça c'est vraiment la mission. Et puis de rassembler également aussi, parce que tout est dispersé actuellement, tous nos services, toutes nos activités sont dispersées en principauté. Là, ce sera un lieu central. Cette maison diocésaine portera un nom. Il a été dévoilé lors de cette conférence de presse, Agora. Alors Agora, c'est venu du livre des Actes des Apôtres, où on nous dit que Saint Paul est venu à Athènes rencontrer justement la culture et la sagesse grecque. Et donc ça, c'est un bel exemple, un beau modèle pour nous, puisque ça nous permet de dire que cette maison doit être ouverte, aller à la rencontre des hommes de ce temps, aller à la rencontre de la culture des hommes de ce temps. Le diocèse monégasque fait un appel aux dons pour le financement de cette maison à travers un crowdfunding. Les personnes intéressées peuvent aller sur le www.agora.diocèse.mc. Et à cette occasion, Monseigneur Barcy en a profité pour adresser ses traditionnels vœux de fin d'année. Il est au micro de Fabien Bognat. Pour moi, c'est une grande joie, Noël, parce que nous rappelons la venue de Jésus dans le monde, dans une étable de Bethléem, dans un lieu pauvre. Et c'est une espérance extraordinaire, parce que c'est un appel pour chacun d'entre nous à être un peu lumière pour le monde, à répandre la lumière de l'amour de Dieu. Alors je crois que ça, vraiment, et la paix aussi, parce que le monde, il en a bien besoin. Donc je crois que pour moi, Noël, c'est d'abord cela. C'est d'abord être admiratif devant le don de Dieu et de nous-mêmes être aussi à l'état de donner aux autres. Voilà, c'est ça, je crois, Noël. Quelle est, dernière question, le message que vous voudriez passer aux téléspectateurs pour ces fêtes de fin d'année ? Moi, je crois que chacun d'entre nous pourrait faire un effort de paix, de réconciliation dans sa propre famille. C'est pas toujours facile, mais je crois que Noël nous appelle à faire ce geste de réconciliation et un geste de partage avec ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont blessés par la vie. Parlons musique à présent avec ce concert de Noël qui avait lieu à l'église Saint-Charles. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a mis à l'honneur les compositeurs Bach et Handel. José Sacré était sur place. L'église Saint-Charles était archi-comble le dimanche 17 décembre pour le concert de Noël offert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Outre 2 pièces d'Arthur Honegger, données pour la première fois à Monaco, le programme réunissait des œuvres de Jean-Sébastien Bach et de Georg Friedrich Handel. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par Achim Fiedler, avec en soliste la soprano Julia Sophie Wagner et le premier trompette solo de l'Orchestre Philharmonique, Matthias Persson. Matthias, Handel et Bach ne sont pas souvent au programme de l'Orchestre Philharmonique. C'est exact. Le Bach, on ne joue pas trop souvent non plus. Donc c'est très valorisant pour l'instrument
notamment quand c'est joué dans une église comme ici, que ça sonne merveilleusement. C'est très agréable à jouer. On a pris une cantate de Bach qui est écrite pour Noël. C'est très rarement joué, mais c'est une précieuse pièce. J'aime beaucoup la voix de Julia Sophie Wagner avec cette pièce. Parmi les œuvres de Bach au programme, un extrait de la cantate BWV 151 avec la soprano Julia Sophie Wagner. Singing church music, this is pretty much my specialty, so. Le répertoire religieux est l'une de mes spécialités. En ce qui concerne les compositeurs, ma préférence va vers Bach. En fait, je suis né à Leipzig, donc je me sens un peu comme une ambassadrice de la musique de Bach. Le concert s'est terminé par Let the Bride Séraphine, un extrait de Samson de Handel, où la soprano dialogue avec la trompette. Magnifique. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images, vous avez pu l'apercevoir dans le port Hercule depuis une semaine. L'Energy Observer est le premier navire à hydrogène à effectuer un tour du monde. Pour cette dernière étape de l'année, ce bateau, technologie révolutionnaire, a accueilli à son bord le prince Albert II et Bertrand Piccard. Avant de reprendre la mer, le bateau fera une petite pause hivernale qui permettra également de dresser le premier bilan de ses premiers mois d'activité grandeur nature. La Fondation Flavien a organisé jeudi soir à la Maison des Associations son assemblée générale. Rappelons que l'association monégasque a vu le jour en 2014 et souhaite lutter contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Solidarité toujours, 7 jeunes des classes primaires et secondaires de la Principauté se sont rendus cette année encore au domicile de personnes âgées isolées. 25 bénéficiaires sont concernés. Ils ont reçu un cadeau de la part de la mairie ainsi qu'un panier repas offert par une boulangerie monégasque. Le geste de Noël est une opération organisée chaque année par la mairie de Monaco, un bel exemple de solidarité entre les générations en ces périodes de fêtes. Après la solidarité, le partage, chaque année à Noël, des milliers de cadeaux sont distribués par la Poste en Principauté. La hausse des achats sur Internet n'a fait qu'augmenter ces dernières années. La Poste de Monaco ainsi atteint cette semaine le cap des 4000 colis distribués. Et à quelques jours de la veille de Noël, les colis continuent d'affluer grâce notamment à la livraison express proposée de plus en plus sur les commerces en ligne. Les chronopostes atteignent donc cette année une hausse de 48,8% par rapport à l'an passé. Que les clients soient rassurés, du personnel et des véhicules supplémentaires sont venus renforcer les équipes monégasques pour assurer la livraison au pied du sapin dans la nuit du 24 au 25 décembre. nous avons donc rejoint notre invité du Week-end J'ai à mes côtés, le journaliste historien Franck Ferrand. Bonjour. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour Monaco Info. C'est un plaisir pour nous aussi également. Alors, vous dites, finalement, vous avez toujours été passionné d'histoire et vous dites que vous avez mis du temps à vous y engager. Comment on l'explique ? En fait, vous savez, l'histoire, je suis tombé dans la marmite quand j'étais vraiment tout petit. Dès 6 ou 7 ans, j'étais déjà passionné par la bataille de Bouvines, par la cour de François Ier, parce que j'avais eu la chance qu'une institutrice nous
nous donne le virus, en quelque sorte. Chaque semaine, elle plongeait la salle de classe dans le noir, elle nous diffusait des grandes images et elle les racontait, on avait l'impression d'y être. Et ce qui me passionnait, c'était autant les histoires qu'on nous racontait que l'histoire en tant que telle. Et pour moi, l'histoire a toujours été attachée au récit. Alors j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait de la méthodologie historique dans les grandes écoles, etc. J'ai écrit des livres d'histoire, j'ai travaillé dans les archives, j'ai fait des colloques, etc. Mais au fond, il me manquait quelque chose, il me manquait le récit. Et lorsque, très tard, somme toute, en 2003, j'ai découvert l'histoire à la radio, j'ai commencé à raconter l'histoire aux auditeurs, là je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, à tous les sens du mot. Mais évidemment, il fallait encore beaucoup de temps, il fallait que j'admette ce savoir-faire particulier de conteur, en quelque sorte, pour oser venir me produire carrément devant un public sur une scène. Ça, c'était l'étape suivante. Si on fait un petit retour en arrière, est-ce que c'est vrai que c'est le jour de votre concours à l'ENA que vous avez une sorte de révélation et que vous vous dites, ça y est, l'histoire, je vais en faire mon métier et ça sera à plein temps? Disons plus exactement que je ne suis pas allé passer. J'ai refusé l'obstacle, comme certains chevaux, vous savez, qui ne veulent pas sauter. Je n'ai pas été présenter le concours de l'ENA. J'avais pourtant préparé pendant toute l'année. J'avais fait ce qu'on appelle une prépa ENA après Sciences Po. Et puis je me suis dit non, la haute fonction publique, tout ce métier, cette hiérarchie aussi, disons les choses. J'étais un électron beaucoup trop libre pour me couler dans tout cela et j'ai eu la révélation comme une évidence que ça n'était pas fait pour moi. Et effectivement, dans les jours qui ont suivi, ça n'a peut-être pas été au jour près, mais on va dire dans les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi, j'ai décidé de me consacrer vraiment à l'histoire. Mais quoi faire ? C'est une chose de se passionner pour l'histoire, d'écrire des livres, mais des livres que personne ne lit parce qu'on ne vous connaît pas. Vous savez, c'est un grand ami de la principauté, c'est Alain Decaux qui m'a dit que pour que mes livres se vendent, il fallait que j'aille dans les médias. Il m'a dit, les gens achètent un auteur, ils n'achètent pas un sujet. Donc si vous voulez vendre des livres, si vous voulez que vos travaux soient connus, soient respectés, il faut que vous fassiez de la télévision. Et moi j'ai traduit radio. Et c'est comme ça que je suis entré à la radio. C'est comme ça que j'ai postulé pour raconter l'histoire tous les jours sur Europe 1. Est-ce que vous l'avez vécu comme un échec par la suite, le fait de ne pas avoir passé ce concours? Oh, pas du tout, non. Jamais. Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Et vous dites justement que l'échec pour vous, certains échecs sont bénéfiques, notamment en termes historiques également. Oui, vous savez, la vie est faite d'expériences. Et l'histoire, c'est un gigantesque réservoir d'expériences humaines. C'est comme ça que je le conçois, moi en tout cas. Il y a une grande et célèbre revue, Historia, qui avait pour devise connaître l'histoire pour comprendre le présent et imaginer le futur. Moi, je dirais, c'est connaître le passé pour comprendre le passé et imaginer le passé. Le passé est un réservoir inépuisable d'expériences. Tous ceux qui ont vécu avant nous ont été confrontés à des circonstances, des situations, à des obstacles. Il a fallu gérer parfois l'urgence, il a fallu surmonter de très grandes difficultés. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils ont fait, tous ces gens-là, pour y arriver. Moi, j'étudie ça de très près parce que la psychologie humaine reste toujours la même. C'est l'éternel humain. Et à la lumière de tout ce qui s'est fait dans le passé, vous comprenez un peu mieux ce que nous sommes d'une certaine manière. Et c'est vrai que l'échec, mais aussi la réussite, font partie des éléments d'une vie, des briques de l'édifice en quelque sorte. C'est ce qui finit par tramer un destin. Qui permet peut-être d'avancer différemment. Bien sûr. Un mot peut-être pour terminer sur cette représentation ce soir ici au Théâtre Princesse Grace. Alors le concept est un peu particulier, le public tire au sort des sujets d'histoire et finalement vous dévoilez les secrets les mieux gardés. Oui, ce sont des énigmes, des historiques. Et ce que j'essaie de faire, c'est résoudre en direct, de façon improvisée, car mon texte n'est pas écrit, résoudre de grandes énigmes de l'histoire. Alors il y en a une quinzaine que j'ai préparées, que je connais par cœur, dont j'ai littéralement fouillé les dossiers. Et parmi ces 15 sujets, le public du Théâtre Princesse Grace va en tirer 3 au sort, lesquels je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au moment où s'ouvre le rideau, non seulement je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je ne sais pas exactement comment je vais en parler. Donc tout ça est tout nouveau, tous les soirs, jamais 2 soirées identiques. C'est bien pour moi, parce que comme ça je ne m'ennuie pas, mais c'est bien aussi pour le public qui a tendance à revenir généralement. L'exercice a l'air très compliqué en tout cas. Très amusant, non, beaucoup plus facile que vous ne croyez. Franck Ferrand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était un réel plaisir.
Et je remercie également le Théâtre Princesse Grâce de nous avoir accueillis ici pour cette interview. Je vous quitte sur la météo et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe de Monaco Info. Samedi, temps largement ensoleillé sur l'ensemble de la journée. Le thermomètre affichera 9 degrés au lever du jour et 14 degrés dans l'après-midi. Dimanche, soleil parfois voilé, légère brise. Il fera 12 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, la semaine débutera sous un soleil timide. Quelques épisodes nuageux sont à prévoir. Mardi, dégradation du temps avec arrivée de la pluie dans le courant de la journée. Les températures seront en baisse. La journée de mercredi s'annonce pluvieuse également et finalement retour du soleil prévu jeudi.